Le monde est divisé en deux parties. D'un côté, il y a ceux plus pessimistes qui considèrent la langue française comme une série d'exceptions et de contre-exceptions incompréhensibles et vides de sens. D'un autre côté, il y a ceux plus rationnels qui ont découvert un ensemble, une série de règles qui permettent de rendre la langue française logique et cohérente. Et toi, à quelle équipe tu appartiens? Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Dans cette vidéo, je vais enfin te donner ces 11 règles absolument fondamentales qui te permettront de comprendre le français comme une langue logique et cohérente. Tout de suite après le jingle. Avant de te donner la première règle, je veux te prévenir d'une chose. C'est que ces 11 règles constituent un ensemble. Ce qui signifie qu'il n'est pas possible de dire « je vais regarder, je vais écouter seulement les 8 premières règles et je ferai avec ». Non, ce n'est pas possible parce que pour bien comprendre la langue française, il faut connaître ces 11 règles ensemble. La première règle concerne les classes de mots. En français, comme dans d'autres langues d'ailleurs, on classe les mots selon leur nature. Les différentes natures des mots sont les noms qui peuvent désigner des personnes, des animaux, des choses, des idées ou des lieux. On distingue les noms communs comme l'avion, la maison, la fenêtre, la voiture, des noms propres, Jordi, la France, Paris. On reconnaît les noms propres parce qu'ils commencent par une majuscule. Puis on a les verbes qui désignent généralement une action ou un état. Alors par exemple, si je dis Sophie écoute de la musique classique, le verbe écouter ici désigne une action. En revanche, si je dis Jordi est français, ici le verbe être désigne un état. Une autre grande famille de noms sont les adjectifs qui servent à donner des informations sur un nom, par exemple grand, petit, intelligent. On a une autre grande famille qui est la famille des déterminants. Les déterminants, ce sont ces petits mots qui se trouvent devant un nom. Ça peut être des articles définis, le, la, les, l'apostrophe, des articles indéfinis, un, une ou des. Ça peut être des adjectifs possessifs, mon, ma, mes, notre, votre, leur. Ça peut être aussi des adjectifs démonstratifs, comme si je désigne du doigt ce, cette, c'est, cet ordinateur, cette personne. Okay? Une autre grande catégorie de mots sont les adverbes. Les adverbes donnent une information sur un verbe, sur un adjectif, sur un autre adverbe ou sur une phrase complète. Et on reconnaît les adverbes parce qu'ils sont invariables, ce qui signifie que leur orthographe ne change jamais. Des exemples d'adverbes, cependant, alors, beaucoup, parfois. La dernière catégorie, c'est celle des pronoms qui remplacent un nom. Par exemple, si je dis je suis professeur, je remplace ici Jordi. Okay? Ou cet ordinateur, c'est le mien. Le mien est un pronom possessif. On peut classer les mots selon leur nature, mais on peut aussi les classer selon leur famille. Et ça, c'est notre règle numéro 2. Les mots qui appartiennent à une même famille sont formés autour d'un même radical, d'une même base, d'un même noyau. Par exemple, j'ai l'adjectif lent, j'ai l'adverbe lentement, le verbe ralentir et un autre nom, ralentissement, un ralentissement. Donc ces mots sont de classes, de natures différentes. En revanche, ils appartiennent bien à la même famille.
Autour de cette base, autour de ce radical, on a ce qu'on appelle des préfixes qui viennent devant le mot et des suffixes qui viennent après le mot. Par exemple, dans ralentir, j'ai la base lent, devant j'ai le préfixe ra et ensuite j'ai le suffixe ir qui m'indique que ce mot est un verbe. Alors, le conseil du prof, c'est d'utiliser les suffixes pour retrouver les consonnes qui sont muettes. Par exemple, dans rond, je n'entends pas le D, mais en revanche, dans le mot rondeur ou dans le verbe arrondir, j'entends ce D. Donc souvent, connaître les mots d'une même famille permet de mieux retrouver l'orthographe d'un mot. La règle numéro 3 concerne la formation des féminins et des pluriels. D'une façon très générale, on utilise la lettre E pour former un mot féminin et la lettre S pour former un mot pluriel. Cette lettre E et cette lettre S, tu le sais, sont muettes. On ne les prononce pas. Ainsi, je vais dire un ami masculin, une amie féminin, des amis masculins pluriel et des amis avec un E et un S féminin pluriel. Cependant, il arrive en français que certains mots masculins et féminins soient complètement différents. Par exemple, un tigre, une tigresse ou un garçon, une fille. Pour la formation des pluriels, il arrive parfois qu'on utilise la lettre X. Il s'agit souvent de mots qui terminent en E-A-U. Par exemple, un bateau, des bateaux, ou l'adjectif beau est beau au pluriel avec un X. Ce pluriel en X peut aussi concerner certains mots qui terminent en OU, comme genou, chou ou caillou, ou alors des mots qui terminent en al, un cheval, des chevaux, un hôpital, des hôpitaux. Enfin, chose importante, tu as remarqué que ce pluriel concerne les noms, mais aussi les adjectifs qui vont s'accorder avec le nom auquel ils sont rattachés. Donc je vais dire un beau bateau, mais des beaux bateaux, avec un X à bateau, mais aussi à beau. Règle numéro 4. La très grande majorité des phrases en français fonctionnent sur le schéma suivant. Sujet, verbe, complément d'objet qui complète le verbe et un complément de phrase qui est facultatif. Par exemple, Jordi donne des leçons sur YouTube. Notre sujet c'est Jordi, le verbe donner, c'est l'action, des leçons, ça c'est le complément d'objet, c'est le complément d'objet direct dans ce cas-là. Sur YouTube, c'est le complément de phrase. Alors bien sûr, je pourrais enrichir cette phrase avec d'autres compléments. Jordi donne des leçons aux élèves de français. Cette fois-ci, j'ai un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Sur YouTube, chaque semaine, j'ai deux compléments de phrase. Sur YouTube, chaque semaine, un complément de lieu et un complément de temps. Mais c'est toujours la même structure. Sujet, verbe, complément et complément de phrase. Alors bien sûr, il existe d'autres phrases qui fonctionnent avec une autre structure. Je pense par exemple aux pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, ce sont ces mots qui, que, ou, dont, qui vont donner des informations sur un élément de la phrase. Par exemple, si je dis « Eduardo a invité Sarah au cinéma », ici tu reconnais la phrase classique, hein, « Eduardo a invité Sarah au cinéma », donc sujet, verbe, complément d'objet et complément de phrase. Mais je pourrais dire « Eduardo, qui est très amoureux de Samantha, a invité Sarah au cinéma ». Donc là, on est sur une structure qui est un petit peu plus complexe. Ouais, je sais, je pourrais écrire des telenovelas sans problème. Et l'autre exception notable, c'est lorsqu'on utilise la forme passive. Par exemple, je peux dire 17 millions de téléspectateurs ont suivi le match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Mais si je veux me focaliser sur le match entre la France et la Nouvelle-Zélande, eh bien je vais commencer par cette partie-là. Donc je vais dire le match entre la France et la Nouvelle-Zélande a été suivi par 17 millions de téléspectateurs. Ça, c'est la forme passive. Donc il y a quelques exceptions, oui,
mais la grande majorité des phrases fonctionnent sur le schéma que je viens de te donner. Règle numéro 5, sans ponctuation, la phrase n'a plus aucun sens. Je te rappelle les principaux signes de ponctuation. La majuscule qui sert à commencer une phrase ou à indiquer que le mot est un nom propre. Les points, qui peut être un point classique, un point d'exclamation, un point d'interrogation ou des points de suspension qui servent à terminer la phrase. La virgule qui sert à marquer une pause dans une phrase. Les tirets ou les guillemets qui servent à faire des citations. Et enfin, les deux points qui servent à introduire une explication. Alors, comment placer la virgule? Souviens-toi de l'exemple précédent. Jordi donne une leçon aux élèves de français sur YouTube chaque semaine. Eh bien, si je veux commencer ma phrase par chaque semaine, parce que je considère que c'est un élément important, eh bien, je vais dire chaque semaine, virgule, Jordi donne une leçon aux élèves de français sur YouTube. Et pourquoi j'ai placé une virgule? Parce que souviens-toi que le complément de phrase, normalement, vient à la fin de la phrase. Et là, je l'ai placé au début. C'est la raison pour laquelle, ici, on va placer une virgule. Règle numéro 6. La phrase déclarative, qui sert à donner une information, termine par un point. La phrase exclamative, qui sert à donner une émotion, termine par un point d'exclamation. Par exemple, Jordi donne une leçon aux élèves de français sur YouTube chaque semaine. La phrase impérative, qui sert à donner un ordre ou un conseil, termine également par un point d'exclamation. Par exemple, abonne-toi à la chaîne Le French Club et active la petite cloche. Et enfin, la phrase interrogative termine par un point d'interrogation. La règle numéro 7, c'est que, en français, les verbes se conjuguent. Cette conjugaison permet de donner des informations sur la personne qui fait l'action, mais aussi des informations sur le moment où se déroule l'action. On classe les verbes en 3 grands groupes. Le premier groupe, c'est 85% des verbes en français. Ils se conjuguent tous de la même façon et ont les terminaisons suivantes: e, es, e, ons, ez, ent. Par exemple, je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez et il parle. Les verbes du deuxième groupe sont certains verbes qui terminent en ir et qui ont les terminaisons suivantes: is, it, i2s-ons, i2s-ez et i2s-ent. Par exemple, je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Le troisième groupe, ce sont tous les verbes qui sont irréguliers. Alors, en effet, ces verbes ont une base qui est irrégulière. Cependant, tu peux retenir le schéma suivant. Je et tu terminent soit par un S, soit par un X. Il termine par un T ou un D. Nous termine par un ONS. Vous par EZ. Et enfin, il et elle terminent soit par ENT, soit par ONT. Il est important que tu gardes ce schéma et ça va beaucoup t'aider pour la conjugaison. Voilà, les conjugaisons, c'est fait. On passe à la règle numéro 8. La règle numéro 8, c'est qu'il est important que tu connaisses l'utilité et les conjugaisons des différents temps verbaux. Le présent, je viens de te le présenter, il sert à parler d'une réalité actuelle. Le futur proche sert lui à exprimer un futur qui est programmé, qui est planifié. On le forme avec le verbe aller au présent et l'infinitif du verbe. Par exemple, je vais rentrer. Le futur simple, lui, sert à parler d'un futur qui est non programmé, non planifié. Et il se forme sur la base de l'infinitif du verbe plus les terminaisons du verbe avoir au présent. AI, AS, A, ONS, EZ,
ONT, ce qui nous donne je rentrerai, tu rentreras, il rentrera, nous rentrerons, vous rentrerez, ils rentreront. L'imparfait sert pour les descriptions et les situations du passé et il se forme sur la base de nous au présent plus les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, avec le verbe prendre, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez et il prenait. Le passé composé, lui, est plutôt utilisé pour parler des événements du passé. Et on va le former avec l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé. Enfin, il y a d'autres temps, d'autres modes. Par exemple, pour conjuguer un verbe au conditionnel, on va utiliser la base du futur simple, c'est-à-dire généralement l'infinitif, et les terminaisons de l'imparfait. Je rentrerai, tu rentrerais, il rentrerait, elle rentrerait, nous rentrerions, vous rentreriez, il rentrerait. Ce conditionnel sert à évoquer quelque chose qui est imaginaire, qui n'existe pas dans la réalité. L'impératif sert à donner un ordre ou un conseil et il se forme sur la base de tu, de nous et de vous au présent. Enfin, le mode subjonctif sert à exprimer des émotions et se forme sur la base de nous et de il au présent. Par exemple, ils prennent, que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Règle numéro 9. Tu dois savoir que certains temps en français sont des temps composés. On les appelle temps composés parce qu'ils sont composés de deux verbes. Ils servent à exprimer une antériorité, à donner avec précision le moment où se déroule l'action. Et tous ces temps composés se forment sur le même modèle que celui du passé composé. Un auxiliaire être ou avoir plus un participe passé. La seule chose qui va changer, c'est la conjugaison de cet auxiliaire être ou avoir. Par exemple, je vais dire j'ai mangé au passé composé, j'avais mangé au plus que parfait, j'aurais mangé au futur antérieur, j'aurais mangé au conditionnel passé et que j'ai mangé au subjonctif passé. Pour la très grande majorité des verbes, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Mais il y a certains verbes qui vont se conjuguer avec l'auxiliaire être. Ce sont les verbes de mouvement, monter, descendre, sortir, entrer, arriver, aller, venir, rester, partir, tomber, les verbes de changement d'état, naître, mourir, devenir, et enfin tous les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui fonctionnent avec le se. Se lever, se raser, se coucher, se doucher. C'est vrai que les règles d'accord du participe passé sont complexes. Cependant, tu peux retenir les deux choses suivantes. La première chose, c'est que lorsqu'on conjugue un temps composé avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on conjugue un temps composé avec l'auxiliaire être, on accorde généralement le participe passé avec le sujet. Par exemple, Sarah et Sophie ont travaillé, puis elles sont allées au cinéma. Ont travaillé, ici avec travailler, il n'y a pas d'accord, puisqu'on est avec l'auxiliaire avoir. En revanche, elles sont allées au cinéma, sont, c'est bien l'auxiliaire être, eh bien on va faire l'accord avec le sujet, Sarah et Sophie, qui est féminin pluriel, donc on va mettre un E et un S au participe passé aller. Règle numéro 10. La négation se forme avec les particules ne pas et s'articule autour du verbe principal en français. Par exemple, Joao parle français, Joao ne parle pas français. Il existe des négations particulières qui donnent des précisions. Par exemple, ne plus, ne personne, ne pas encore, ne jamais,
ne rien, ne point. Il est important de retenir que ces négations particulières remplacent le pas dans la négation classique. Par exemple, Joao ne parle pas français. Je ne vais pas dire Joao ne parle pas jamais français. Ça ne fonctionne pas. Je dois dire Joao ne parle jamais français. Il faut également savoir qu'il existe des doubles, voire des triples négations. Par exemple, Stéphanie ne mange plus, Stéphanie ne mange plus rien, Stéphanie ne mange jamais plus rien. C'est une triple négation. Tu retiendras qu'avec un temps composé, la deuxième partie de la négation, pas, jamais, rien, plus, se place généralement entre l'auxiliaire et le participe passé. Par exemple, je n'ai pas mangé, je n'ai rien mangé. Enfin, tu le sais, dans un langage familier, les Français ne prononcent généralement pas ce « ne » qui est la première partie de la négation. Donc au lieu de dire « je n'ai pas mangé », on va dire « j'ai pas mangé ». Enfin, la règle numéro 11 concerne la prononciation des lettres et des accents. Le E accent aigu se prononce comme un « et » fermé, comme dans « pépé » et « mémé ». Le E accent grave, le E accent circonflexe et le E tréma se prononcent comme un « est » ouvert, comme dans « mer », « forêt » et « Noël ». Le C se prononce comme un « que » devant les lettres A, O ou U, comme dans « cacao », « copain » ou « cuisinier ». La lettre C se prononce « se » devant un E, un I ou un Y, comme dans les mots « cerise », « citron » ou « cyclone ». Pour obtenir le son « se » devant un A, un O ou un U, il faut mettre une cédille, par exemple dans les mots « garçon » ou « glaçon ». La lettre G se prononce G devant un A, un O et un U, comme dans les mots garde et gourde. La lettre G se prononce je devant un E, un I ou un Y, par exemple gentil ou genou. Si je veux obtenir le son je devant un A, un O ou un U avec un G, eh bien dans ce cas-là, je vais rajouter un E. Par exemple, nous mangeons. Voilà, c'était les 11 règles fondamentales, les règles de base de la langue française. Si tu es un bon élève, mon conseil de prof, vraiment, c'est de revenir regarder de nouveau cette vidéo et point par point, voir quels sont les points que tu connais, parce que j'imagine que tu connaissais déjà beaucoup de ces règles, mais il y a peut-être 2-3 règles qui t'ont échappé. Et donc de bien les identifier et ensuite de les approfondir. Si tu fais partie de ces élèves qui aiment approfondir les choses, eh bien je t'invite sur le club de français 100% en ligne. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et là, effectivement, tu trouveras des cours organisés en plusieurs leçons qui te permettront d'aller vraiment au fond des choses. En plus, tu pourras bénéficier de podcasts, d'activités interactives et amusantes, parce que ça, c'est l'idée du club de français, c'est d'apprendre le français en s'amusant. Et bien sûr, tu pourras discuter avec les autres membres du club, notamment grâce au serveur Discord. Moi, je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube Le French Club, même jour, même heure. À très bientôt.